Bonsoir à toutes et tous. Merci une fois de plus de votre présence pour cette masterclass qu'on va renommer au fur et à mesure rencontre. Parce qu'on a mesuré en contactant les intervenantes et les intervenants que masterclass, les gens s'attendaient à venir faire un cours. Donc il y en a que ça refroidissait un peu en mode j'ai pas trop le temps. Et en fait on dit non, juste on se rencontre et on vous pose des questions et vous nous parlez de vous, de votre expérience. Donc ne soyez pas surpris, au fur et à mesure, doucement, on va changer et le terme masterclass seront remplacés par le terme rencontre. Voilà. À 95%, vous êtes des adhérentes et des adhérents de Séquence 7. Donc on va passer rapidement sur la présentation de Séquence 7, qui est une association de scénaristes émergents qui permet de professionnaliser ses membres, de les aider à sortir de ce statut d'émergent avec énormément d'activités, des rencontres comme ce soir, on en fait 4 à 5 par an, mais aussi des ateliers courts, des ateliers longs, des ateliers du week-end, des retours d'expérience, des retours de lecture, des présences en festival, des pitchs, des prod dating, etc., etc. Voilà, je suis donc Chloé Ponce-Voiron, votre dévouée coprésidente avec Roma Garcia Longoria. Et ce soir, nous allons donc parler du scénario de BD, ce qui, à notre connaissance, n'avait pas encore été fait chez Séquence 7. Et on avait très, très envie de se dire, la BD, parmi les membres, il y en a quelques-unes et quelques-uns qui s'y sont déjà essayés. Et puis, il y en a d'autres comme moi qui regardent ça avec beaucoup d'envie et qui ne savent pas trop comment ça marche. Donc, on va presser le jus de nos invités et essayer de tout savoir pour comprendre comment ça fonctionne, comment est ce métier et si on en vit, évidemment, aussi bien que le métier de scénariste de cinéma. Spoiler alerte, non. Je vais vous laisser vous présenter. Donc, nous avons avec nous deux scénaristes particulièrement prolifiques. Donc, nous avons Gaëtan Petit, qu'on appelle Gaët. Je ne sais pas comment tu veux qu'on t'appelle ce soir. Gaët. Gaët, ok. Et Déborah Adjedj-Jarmon. Bonsoir. Voilà. Qui, par ailleurs, pour la première fois dans l'histoire de Séquence 7, vous aurez même une vente de livres. Un libraire va installer des livres en haut et les vendre et vous pouvez les faire dédicacer si vous voulez. Personne part tant qu'ils ne sont pas tous vendus. Ouais, c'est ça. On vous offre à boire à chaque fois que vous achetez une BD, merde. Donc, Séquence 7 ne prend aucun argent, aucun euro sur cette vente. Donc vraiment, soyez oui. Mais oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter ou est-ce que Romain, tu veux... Juste, je voulais juste remercier la SACD pour nous soutenir, pour nous faciliter l'organisation de ce type d'événements. Et juste préciser que la rencontre va être enregistrée et qu'elle sera disponible sur YouTube. Donc, on fait attention à parler au micro et pour vos questions aussi. Voilà, c'est tout. Allez-y, vous pouvez vous présenter. Je commence, très bien. Alors donc je m'appelle Déborah Adjedj-Jarmon, DH Jarmon sur les bandes dessinées parce qu'on m'a dit que c'était trop long, Déborah Adjedj-Jarmon. Donc j'ai trouvé un pseudo. J'ai commencé ma carrière plutôt côté production, dans de nombreuses sociétés de production. J'ai ensuite enchaîné côté diffuseur, notamment plusieurs années chez Canal+. J'ai fait pas mal de conseils artistiques avant de devenir scénariste, parce que comme beaucoup de scénaristes, j'avais peur, syndrome de l'imposteur, j'assumais pas. Et je me suis lancée et j'ai principalement fait de la télévision jusqu'à il y a quelques années où j'ai pu basculer aussi côté bande dessinée. Et aujourd'hui, je fais les deux avec beaucoup de plaisir, même s'il y a des avantages et inconvénients dans les deux, mais on en parlera plus tard. Exactement. Bonsoir à tous. Alors moi, je suis Gaët. Je suis scénariste de bande dessinée et éditeur de bande dessinée. Ça fait 20 ans maintenant que je fais de la bande dessinée avec plusieurs ouvrages à mon actif. Et j'ai pas commencé par ça du tout, puisque au départ, j'ai fait diverses études de médecine. Je me suis envolé au Canada où je faisais des petits boulots. Puis j'ai passé 10 ans de ma vie à biberonner des rhinocéros et autres animaux en Afrique du Sud et en France. Donc c'était un petit plus, la BD. C'est un métier passion, hein, ça nourrit pas forcément, au début au moins. On est très peu à pouvoir en vivre. Du coup, deux métiers qui ne nourrissent pas, j'arrive au moins à mettre du beurre dans les pâtes. Donc voilà, et depuis 4 ans, j'en vis pleinement.
Voilà, donc j'ai plusieurs... voilà. C'est comme une réunion des alcooliques anonymes quand il y en a un qui dit « j'ai pas bu depuis 3 mois », on est tout, waouh, ça nous fait du bien de le savoir que c'est possible. Et du coup, justement, quelle est la voie, voilà, quand on veut se lancer dans ces métiers de scénariste de BD, d'auteur de BD, quelle est la recette magique? Je sais que, voilà, donc, quelles sont vos expériences, finalement? Persévérance, déjà. L'endurance. Mais pour ma part, c'est assez similaire avec ton parcours, c'est-à-dire que je me suis pas tout de suite lancée dans l'écriture, et notamment l'écriture de BD. J'ai attendu en fait que ça prenne pour vraiment me lancer à temps plein. Par exemple, pour l'écriture de scénario de télé, pendant longtemps, j'ai fait 2 métiers à la fois. Donc, j'étais conseillère directrice littéraire dans une boîte de prod, 3 jours par semaine, et le reste du temps, j'écrivais. Ensuite, quand ça a pris, donc j'ai pu me lancer à temps plein juste avant le Covid, donc super timing. Heureusement, ça s'est bien passé quand même. Et pour la bande dessinée, j'ai attendu d'être installée côté télévision pour me lancer ce nouveau défi, parce que je savais que ça allait être compliqué de pouvoir en vivre, de pouvoir percer, de pouvoir me faire lire, me faire éditer. Donc j'avais quand même le côté rassurant d'avoir une autre activité à côté au cas où, même si pour le coup, c'était 2 activités hyper perméables, hyper proches, et du coup... c'était plus simple que dans d'autres cas de figure. Oui, c'est ça se rejoint. C'est pas évident d'en vivre au début, donc au début on fait ça pour arrondir les fins de mois, puis par passion, et puis un jour on ne sait pas pourquoi il n'y a pas de recette miracle, il y a un livre qui marche plus que d'autres, et qui ouvre les portes chez d'autres éditeurs, qui eux vont nous faire confiance, alors qu'avant ils ne nous faisaient pas confiance, forcément. Donc c'est comme ça qu'on peut se lancer vraiment à temps plein. Après, il ne faut pas avoir peur de se lancer, hein. Déjà il faut se faire plaisir, il faut aimer lire, il faut aimer écrire. Et faut pas hésiter à toujours se remettre en question, parce qu'on évolue toujours dans ce métier, un peu comme vous dans le cinéma. Faut s'entraîner, comme pour tout. Alors moi, j'ai une question pratico-pratique, parce que j'ai appris à écrire un scénario pour qu'il soit mis en image avec une caméra, des comédiens, etc. Et on me dirait, écris une BD. Ben, je ne saurais pas techniquement comment l'écrire. Il y a des contraintes sans doute très spécifiques à la bande dessinée. Je ne suis pas dessinatrice, donc je ne pourrais pas moi-même dessiner et avoir mes idées. Qu'est-ce que je dois donner comme indication au dessinateur ou la dessinatrice? Qu'est-ce qui se fait naturellement? J'imagine évidemment une contrainte de nombre de pages ou pas. Est-ce qu'il faut que l'histoire, pour qu'on tourne les pages au bon moment? Enfin, il y a tout un tas de choses, le code. Et où est-ce qu'on les apprend? Est-ce qu'il y a des écoles de scénaristes de BD? Non. Si, de scénaristes de BD. De bande dessinée. Donc Okay. ça recouvre vraiment tous les métiers de la bande dessinée. Il y a des plus connus sont à Lyon, il y a Émile Cole, il y a Pivot à Nantes, il y a les Arts Déco. Enfin, il y a les Gobelins aussi à Paris. Au début, ça regroupe tous les arts, on va dire, du papier, de l'animation, du jeu vidéo. Puis petit à petit, on trouve sa voie. Et c'est des codes un peu similaires, hein, je pense. Il n'y a pas une recette, encore une fois. Vu que c'est un travail d'équipe, selon le partenaire, le binôme avec qui on travaille, on va avoir plus d'affinité, besoin de plus ou moins d'écrire. Et puis, il y a une façon de faire qu'on va faire avec l'un et pas forcément avec l'autre. Enfin, moi, j'ai bossé avec plein de gens différents et de personnalités différentes. Donc, il y a des gens, je sais pas, ça doit être un peu pareil pour toi. Alors moi, c'est un peu particulier parce que mes 2 bandes dessinées, c'était la même maison d'édition, pas le même éditeur, mais la même maison d'édition. J'ai quand même vu des petites nuances, mais je pense effectivement qu'il y a des méthodes différentes. Après, moi, pour le coup, j'ai appris sur le tas. Il y avait quand même quelques passerelles entre les différents livrables d'un scénario de télévision, de cinéma, et les différents livrables pour mon éditeur en bande dessinée, mais il y avait également beaucoup de nouveautés, de nouvelles contraintes. Après, la chance que j'ai eue, c'est que mon éditeur était un ami et aussi hyper pédagogue, donc il m'a fait une formation en accéléré, en me donnant des exemples, etc. Mais il y avait effectivement beaucoup de nouveautés, mettre tout le temps des choses assez fortes sur les pages paires, parce que c'est l'œil du lecteur qui fonctionne ainsi, réfléchir vraiment sur l'organisation des cases, la taille des cases, savoir bien effectivement retranscrire ce qu'on a envie de retranscrire pour qu'ensuite le dessinateur, qui parfois arrive un peu tard dans la chaîne de production, puisse vraiment comprendre de quoi il s'agit. Donc voilà, pas mal de choses à appréhender. J'avoue que c'était du coup plus difficile sur ma première bande dessinée d'écrire, parce qu'il y avait aussi toutes ces règles à intérioriser. Sur la bande dessinée, la deuxième, c'était beaucoup plus simple.
Il y a une méthode qu'on appelle la méthode Goscinny. C'est de faire planche par planche. Une page en BD, ça s'appelle une planche, et on décrit case par case. Donc planche 1, case 2, case 3. On met le cartouche, bandeau ou la bulle, plus ou moins gras ou centré, enfin selon les scénaristes. Et après, on fait le descriptif case par case. Il y a des personnes qui sont habituées à travailler très souvent ensemble. Ils vont mettre 2-3 phrases sur la planche et le dessinateur va faire sa construction lui-même. Moi, assez souvent, je laisse le dessinateur libre de faire son placement de cases, de gérer la taille de ses cases, sauf si je veux qu'elle soit vraiment très spécifique. Un plan large, un fond perdu. Fond perdu, c'est quand ça touche les bords de la page carrément. Mais par contre, il y en a qui vont être plus à l'aise quand on leur dicte vraiment tout au millimètre, et d'autres qui ont besoin de plus de liberté. Certains vont faire du storyboard, certains vont être accompagnés d'un storyboarder. Il y a des scénaristes qui font du storyboard aussi. Il y a même des dessinateurs qui font leur propre scénario. Eux, ils m'énervent. Mais sinon, il y a plein de techniques, et c'est vraiment, encore une fois, c'est à deux. Donc, selon l'affinité qu'on a avec la personne. Moi, par exemple, j'ai fait 6 tomes de la série RIP avec Julien Monnier. Au tout début, j'avais besoin de tout lui décrire pour bien qu'il s'imprègne de l'univers, de mes personnages et de ma façon de faire, et des références qu'on avait en commun et que je voulais qu'on retrouve dans la bande dessinée. Sur le premier tome, c'était énormément décrit case par case. J'écrivais une page des fois pour juste 3 cases. Maintenant, on se connaît, j'ai plus besoin et il connaît ses personnages en plus, donc j'ai plus besoin de lui redécrire, j'ai plus besoin non plus de lui préciser qu'il faut mettre des petits détails, que quand ce mec est assez pauvre et crado, il prend sa douche, elle n'est pas nickel la douche. Enfin, c'est le moins de petits détails. Dans le cinéma, il y a plein de corps de métier qui vont faire ça pour ajouter les décors, pour ajouter les costumes, pour ajouter. Nous, c'est à nous de tout décrire, donc il faut vraiment aller soit à l'essentiel, mais soit aussi des fois, si on a vraiment une idée de ce qu'on veut, on le note. Pareil pour les points de vue, pareil pour les couleurs après. Après, il y a des coloristes aussi qui peuvent rentrer en jeu, et là, ça va être aussi un travail d'équipe. Donc, avec le scénariste, si c'est une scène de nuit, il faut que le coloriste soit au courant que ça va se passer la nuit. Si le dessinateur il n'a pas envie que ce soit très contrasté au niveau de son dessin et au niveau de ses couleurs, il va en communiquer également avec le coloriste. C'est encore une fois, c'est comme pour le cinéma, c'est un travail d'équipe. Le seul avantage, c'est qu'on est beaucoup moins nombreux, du coup on s'engueule beaucoup moins. Voilà. Ça va plus vite. Et les gens sont plus sympas, j'ai l'impression aussi. Mais en tout cas, je te rejoins, j'ai plus ou moins la même méthode que toi. Et pour certains détails où je savais que c'était compliqué de recommencer, parce qu'il faut savoir que dessiner, ça a un coût, ça prend du temps. Donc l'idée, c'est pas de faire recommencer, même si ça peut paraître sur le papier simple de recommencer une page par rapport à recommencer le tournage d'une scène. Donc moi, je mettais carrément des fois des photos, des inspirations, des références iconographiques dans le document que j'envoyais au dessinateur pour des objets très spécifiques liés au folklore, pour être sûr qu'il ait les bonnes infos. Surtout que j'ai bossé aussi pas mal avec des dessinateurs étrangers qui n'avaient pas forcément en tête certains détails d'architecture aussi, d'architecture parisienne ou toulousaine. Donc l'idée, voilà, c'est de faciliter le travail, mais aussi de laisser à son partenaire, qui est le dessinateur aussi, des endroits pour prendre des initiatives et vraiment apporter aussi sa vision du projet. Et en fait, donc, comment ça tu parlais tout à l'heure du binôme. Le binôme, c'est vraiment scénariste-dessinateur. Ouais, à la base, c'est ça. Voilà. Et souvent, le dessinateur fait ses couleurs, mais on peut être un trinôme, et on peut être accompagné même d'un storyboarder. Mais est-ce que ça arrive avant l'éditeur, ou l'éditeur arrive avant le dessinateur? Comment ça se passe? Alors, c'est le scénariste qui commence. D'accord. C'est lui qui a son histoire et qui va trouver un dessinateur pour le présenter à un éditeur. Ou ça peut être aussi après un éditeur qui le met en contact avec un dessinateur. Tiens, j'en ai un sous le coude là, qui cherche du boulot et qui irait très bien par son style. Pareil, après, on choisit aussi le style d'un dessinateur. Si c'est du jeunesse, on va prendre un style plus jeunesse. Si c'est du réaliste ou de la ligne claire, comme on dit, donc la BD à papa, on va prendre tel ou tel dessinateur. Pareil, si c'est un travail de commande, on a aussi des travaux de commande. Par exemple, là, moi, j'ai les éditions Glénat qui m'ont contacté pour faire une BD sur les combats de chars en 1965 au Cachemire. Déjà, j'y connaissais rien. Et puis, pareil, ceux qui achètent ce genre de BD, ils vont compter les boulons des blindés. Donc, il faut vraiment être au taquet, quoi. Il ne faut pas dire de conneries ni se gourer.
Mais sur du jeunesse, alors jeunesse, faut faire gaffe quand même, parce que par exemple là, j'ai mon petit Dino Odyssée qui est là. Je pense que les lecteurs sont vraiment assidus sur les dinosaures et ils s'y connaissent vraiment bien. Donc faut pas se gourer parce qu'il faut pas qu'ils nous reprennent. C'est la honte sinon. Mais non, ça va dépendre vraiment du projet. Il y a des éditeurs qui. L'avantage par rapport à un producteur aussi, c'est que le scénario, c'est vraiment notre histoire. Avec le dessinateur, c'est vraiment notre projet. L'éditeur, il est là pour accompagner, rassurer, aiguiller, mais il ne va pas nous corriger forcément. Il va peut-être nous suggérer des corrections, mais il n'impose pas. C'est-à-dire qu'il c'est pas imposé. Sauf pour un travail de commande, on dit là, non, ça passe vraiment pas, quoi. Il n'y a que 2 boulons au lieu de 7, c'est pas bon. Donc, c'est en ça aussi que c'est entre guillemets plus sympa, c'est qu'il y a moins de monde autour de la table, donc c'est plus facile de trouver une vision commune. En gros, il y a un diffuseur ou un distributeur en moins dans l'échelle de production, donc ça rend aussi le travail beaucoup plus, on va dire, familial entre guillemets. On a plus de liberté. C'est là que c'est cool en fait. Si on continue un petit peu dans cette relation avec le dessinateur ou la dessinatrice, comment on choisit ? C'est-à-dire que nous, par exemple, on a une question souvent, c'est comment on choisit un co-auteur ou une co-autrice. Peut-être que ça se fait moins d'être co-auteur ou co-autrice en BD ou pas. Et du coup, est-ce que c'est le ou la dessinatrice qui fait un peu ce rôle justement de binôme, de co-auteur ? Et comment on se choisit ? Parce qu'on peut aimer le travail de quelqu'un, mais... Comment on fait ? Est-ce qu'on va regarder sur Insta des illustrateurs bêtement en disant j'aime bien ce qu'il ou elle fait, je vais le ou la contacter, on va passer un certain temps, je crois, ensemble à travailler. Donc comment on fait ? Alors moi, la seule frustration que j'ai eue sur mes différentes bandes dessinées, c'est que j'ai pas pu travailler en même temps que les dessinateurs. Sur ma première bande dessinée, Le Golem de Paris, j'avais écrit le texte depuis longtemps. Quand on a trouvé le dessinateur, on a mis beaucoup de temps à le trouver parce qu'il fallait trouver le dessinateur qui allait à la fois maîtriser l'architecture parisienne, maîtriser le côté fantastique, avoir la bonne vision de la créature. Donc on a essayé beaucoup de dessinateurs et ça n'allait pas. Et ensuite, quand on a enfin trouvé la personne qui avait vraiment plu à tout le monde, elle n'était pas dispo tout de suite. Et donc, il est intervenu assez tard. On a eu quand même pas mal d'échanges, mais j'aurais bien aimé qu'il soit là plus tôt. Il m'aurait peut-être apporté des choses qui auraient pu nourrir davantage mon écriture. Sur ma deuxième bande dessinée d'e-book, pour le coup, le dessinateur est arrivé un peu plus tôt. J'avais déjà fait l'équivalent, on va dire, du traitement. Donc, j'avais les grandes lignes de l'histoire, mais quand j'ai commencé à développer l'histoire sous forme de planche, donc la dernière étape, ce que nous on appelle en tout cas de mon côté le découpage dialogué, il était déjà là, donc il a pu m'apporter sa vision. J'avais déjà en tête aussi son style, donc ça a aussi beaucoup nourri ma façon de développer ce document de travail. Et là, sur un autre projet que je développe avec plusieurs auteurs, du coup on est plusieurs auteurs à l'écriture, ce qui est assez rare en bande dessinée. On a décidé, comme c'est un projet pré-apocalyptique et qu'on a une idée assez précise de ce qu'on veut, de trouver en amont, avant même d'aller voir un éditeur avec le texte, un dessinateur pour qu'on puisse vraiment travailler main dans la main. Mais j'ai vraiment l'impression que chaque projet, chaque collaboration crée des méthodes de travail différentes. Et du coup, il est où le nid des dessinateurs ? Où est-ce qu'on va aller chercher ? Il est à Nantes. C'est vrai ? Il y en a beaucoup, ouais. À Lyon, Nantes. Non, il y a le feeling qui est vraiment important aussi. Comme tu dis, on va accompagner la sortie du livre aussi après. On fait des tournées dédicaces, on fait des festivals. Donc, il faut bien s'entendre. Puis, il faut bien s'entendre aussi avec la personne avec qui on travaille pour avoir la même vision et le même axe, pour gagner du temps, puis pour passer toujours un bon moment, parce que ça reste quand même un métier assez chouette à faire. Donc, si c'est pour que ça devienne une corvée, il faut changer de métier. Mais après, ouais, on va d'abord puiser dans le style du dessinateur. Alors, où est-ce qu'on les trouve ? Il y a Instagram, il y a Facebook, mais il y a aussi les librairies. En fait, on va juste fouiller dans des librairies, des livres, on feuillete. Faut pas aller toujours sur ce qu'on est habitué. Il faut sortir de sa zone aussi de confort pour aller voir ce que font aussi les voisins. Et puis après, au contact, notamment lors des festivals, lors des salons. Ça peut être du bouche à oreille aussi. Et c'est rare que quand même ce soit l'éditeur qui mette en relation. Moi, pour ma part, vu que j'ai la double casquette, j'ai aussi un gros carnet d'adresses aussi de dessinateurs. On nous envoie des portfolios. Puis des fois, c'est juste un dessinateur qui nous dit j'aimerais vraiment travailler avec toi. Si un jour tu as un scénario,
ça peut être ça peut être aussi, j'aimerais faire un truc sur les camions de pompiers. Si un jour tu as un scénar sur les pompiers, je suis fan de pompiers, c'est un exemple, mais bon, voilà. Oui, tu as travaillé avec plus de 100 dessinateurs et dessinatrices, toi. Ouais. Et Il faut une capacité d'adaptation quand même. Ouais, ça va, mais généralement, ça se passe très très bien. Je crois que sur 100, ça s'est bien passé avec 99, donc c'est bien. Je vous donnerai pas le 1%. Il est avec nous dans la salle. Mais non, ça se passe généralement très bien. Il faut savoir communiquer, en fait, comme pour tout. Puis on n'est pas en train de chercher un vaccin, donc c'est pas non plus la fin du monde. Si ça marche pas, on change de binôme, et puis voilà. Mais non, généralement, c'est plutôt chouette, quoi. On fait du dessin, on écrit des histoires. C'est bien. Et oui, il y en a beaucoup à Nantes aussi. Il y a les écoles qui font des portes ouvertes. Il y a, moi je dis non parce que je viens de là-bas, mais il y en a à Rouen, il y en a partout. Selon les points, selon les villes aussi, il y a des villes plus culturelles, on va dire, où il y a vraiment des gros viviers d'auteurs de BD. Et puis ça, on se côtoie en fait. Donc c'est un petit milieu. On se connaît un peu tous quand même. Et en tant qu'éditeur, tu reçois combien de projets je sais pas moi, par mois, qui sont pas à toi, tu vois. Est-ce que tu reçois des projets qui sont... On en reçoit beaucoup, ouais. Mais, en moyenne. Moi, je suis pas le plus gros des éditeurs, donc je reçois tous les projets qui ont été refusés partout, donc j'ai que des merdes. Non, mais blague à part, non, on en reçoit énormément. On reçoit vraiment de tout, mais il y a vraiment des projets qui sont, c'est pas pro du tout et c'est pas abouti. Et des fois, il y a des vraies pépites. Mais après, encore une fois, selon la maison d'édition aussi, c'est comme pour tout boulot lorsqu'on fait une démarche, il faut s'intéresser vraiment à la maison d'édition qui a une ligne éditoriale bien identifiée. Si on veut faire de l'heroic fantasy, on va plus l'envoyer chez Soleil. Si on veut faire un truc plus intellectuel chez Futuropolis ou du jeunesse plus chez Jungle ou chez... Parce que ça change pas. C'est pas comme les prods qu'un jour ils font de la comédie, puis après ils font un drame. Ça, du coup, ça change pas. Il y a des grosses maisons d'édition qui font de tout. Voilà. Mais après, ils sont plusieurs éditeurs aussi. Il faut s'adresser au bon éditeur. Donc pareil, là, des fois, ils se le passent entre eux, mais des fois aussi, ils se font concurrence au sein d'une maison d'édition. Ça peut être aussi une rencontre. Quelqu'un qui est habitué à faire du jeunesse, mais qui a envie de changer et se dire, tiens, j'ai envie de m'essayer à la science-fiction. Ils vont essayer. Nous, on a la particularité de faire beaucoup de docu-BD et du polar, vu que c'est moi qui, avec RIP, qui a imposé le polar aussi chez nous. Mais le docu-BD, c'est du collectif, donc c'est souvent des grosses bandes dessinées, par exemple sur l'histoire des Beatles, sur l'histoire du basket, sur l'histoire de la ville de Bordeaux. Et on va prendre plusieurs dessinateurs, ce qui leur permet de se faire un essai. Ça permet aussi de montrer ce qu'ils savent faire. C'est des petits tremplins, en fait. Donc, puis ça fait un petit cadeau, puis du sapin, toujours qui est sympa. Mais voilà, donc c'est comme ça qu'il faut se montrer, faut avoir quelque chose à montrer, quoi. Et les portfolios, on en reçoit plein. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux ont quand même un truc positif. Hein. C'est que ils permettent aussi de pouvoir montrer le travail des artistes, quels qu'ils soient, et de pouvoir aussi un jour être repéré plus facilement, quoi. Donc Clotilde Goubelli, pour les dinosaures, c'est une illustratrice jeunesse qui faisait que des livres de jeunesse et qui est prof à Bruxelles. Et je lui ai proposé si elle voulait faire de la BD. Elle m'a dit, j'ai jamais fait de BD, jamais je ferai de bande dessinée. Et en plus, j'aime pas dessiner les humains. J'ai dit, ça tombe bien, c'est des dinosaures. Donc voilà, et là, elle a dit oui tout de suite. Et puis c'est parti, on sort le tome 2 en septembre. Là, et on a une longue vie ensemble devant nous. Et alors, cette longue vie, elle démarre donc quand on dit OK, on va bosser ensemble. En moyenne, un projet, combien de temps il met pour voir le jour ? C'est quoi le temps, les étapes ? Ça dépend aussi, pareil, de la rapidité des auteurs. Il y a des plus charlots que d'autres. Hein. S'ils se lèvent à midi, ils bossent moins vite que ceux qui se lèvent à 8 heures. Parce qu'il y a des séries de BD qu'on attend depuis 5 ans. Hein. Moi, il y en a certains, je suis là, qu'est-ce qu'ils foutent, quoi. Après, il y en a qui ont plusieurs projets en même temps. Il y a aussi des grosses paginations. Aujourd'hui, les BD, c'est le roman graphique, c'est des gros pavés. Du coup, ça demande beaucoup plus de temps à être fait. Et pour le même salaire. Mais du coup, ça met plus de temps aussi à sortir. C'est sûr qu'il y a des séries. Mais c'est nous, lecteurs aussi, et acheteurs, qui sommes en demande de grosses paginations, toujours plus vite, toujours plus rapide et toujours plus gros. Donc, il faut que derrière, ça suive. Et c'est là que c'est pas toujours évident. Et puis, il y en a qui font aussi des petits burn-out, qui se lassent ou qui ont envie de partir en voyage, qui ont des vies privées aussi, qui font que ça peut changer aussi l'avancée d'un projet. En général, une BD, c'est entre 1 et 2 ans, vraiment. Du départ jusqu'à la fin. Un scénario,
selon le projet, ça peut aller plus ou moins vite. C'est plutôt long, je dirais. L'animation, c'est autour des 5 ans en moyenne. Le cinéma, c'est peut-être 3-4 ans. Et la télé, c'est entre 2 et 4 ans, entre la première idée, la diffusion, entre la première idée, la sortie en salle, etc. C'est un métier de patience, quoi. Ouais, puis il faut toujours se montrer parce que, comme je disais, on ne gagne pas beaucoup. Donc, il y a beaucoup de BD, c'est entre 6 et 7 000 sorties par an. Donc, ça reste 2-3 semaines sur les étals. Donc, il faut toujours reproduire, se montrer, faire parler de soi en dédicace ou sur des petits projets. Ils font des inktober, c'est ce que les dessinateurs font sur leur réseau pour pouvoir montrer des nouveaux dessins et l'évolution de leurs dessins. Mais il y a des collectifs, il y a des fanzines. Aux Humano, il y a Métal Hurlant notamment, mais il y a aussi des magazines comme la Revue Dessinée aussi qui vont traiter de sujets d'actualité pour pouvoir montrer aussi d'autres styles graphiques qu'on peut avoir. Sur la bande dessinée, en tant que scénariste, on n'est pas. Alors il y en a qui restent que dans leur zone de confort, qui vont faire que de l'heroic fantasy ou que de la science-fiction parce qu'ils aiment ça. Mais moi, je suis un peu couteau suisse. Je vais dans le jeunesse, je vais dans le polar, dans l'historique, parce que sinon je m'ennuie. Mais c'est pas une science infuse. On n'est pas tous pareils, donc. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, d'ailleurs, Déborah, en off. C'est en fait, à la télé, par exemple, au ciné, c'est difficile de faire du genre, de proposer du genre, c'est difficile à produire. À la télé, ils sont encore plus frileux qu'au cinéma. Au cinéma, c'est quelques boîtes de prod, etc. L'avantage de la BD, c'est que, pour le coup, est-ce que je me trompe si je dis qu'on s'en fout complètement, tous les genres sont possibles? En tout cas, des genres qui font peur à la télévision ou au cinéma, qui sont dits niches, sont au contraire ultra plébiscités. Côté bande dessinée, moi, je suis une grande fan de fantastique, de science-fiction, d'anticipation, enfin vraiment de tous ces genres-là. Et je sais que quand j'ai commencé à bosser côté télévision, je me suis vite rendu compte que c'était quasiment impossible ou qu'à la rigueur, c'était possible d'avoir ces genres en sous-genres avec le polar et le thriller comme genre principal, que quand il y avait des petits appels d'air côté plateforme, ça durait pas longtemps, il suffisait qu'il y ait un titre qui ne marche pas très bien pour que les décideurs se disent plus jamais de fantastique, plus jamais de genre. Donc c'est vrai que pour moi la bande dessinée ça a été une vraie respiration pour faire tous ces genres que je pouvais pas faire à la télévision. Je suis comme toi en fait, j'aime bien un peu toucher à tout. À la télévision j'ai pu faire du drama, de la comédie, du polar, mais je sentais qu'il y avait vraiment un frein côté genre. Et je me rends compte que la bande dessinée rassure aussi des producteurs qui il y a quelques années m'avaient dit je ferai jamais de genre dans ma vie, qui quand ils ont vu mes bandes dessinées m'ont dit je vais y jeter un coup d'œil, peut-être que ça peut rassurer une plateforme s'il y a une IP entre guillemets, s'il y a quelque chose qui existe déjà qui peut rassurer sur la faisabilité du projet. Aujourd'hui, la bande dessinée, elle a trouvé ses lettres de noblesse aussi un petit peu. Avant, c'était vraiment de la BD très masculin et puis ou pour les enfants. Aujourd'hui, on a vraiment un champ de sujets et de domaines qui vont être abordés. Ça se féminise aussi énormément, ce qui est bien, ce qui va amener aussi d'autres genres dans la bande dessinée. On parle de romans graphiques, bande dessinée, bon, ça c'est un peu... C'est une question de nombre de pages, beaucoup, non, et de cases. Ça ne veut rien dire. À mon goût, je trouve que ça ne veut rien dire. C'est un peu du zèle de certains éditeurs ou auteurs. Mais bande dessinée, ça reste des pages, des cases, des dessins. Voilà. Après, c'est pas parce qu'il y a plus de pages ou autre que d'un seul coup, ça devient plus noble. Mais bon, ça, c'est un point de vue. Après, non, voilà, il y a plein de sujets et beaucoup de sujets de société. Ce qui marche encore, ça reste quand même les grands classiques, mais on peut voir des succès émergents sur un... Et puis, tout est traité en BD aujourd'hui. On n'a pas encore trop les quotas non plus, donc ça va. De ce côté-là, on n'a pas non plus de grille de quotas, même si on a quand même parfois certains éditeurs qui vont vouloir être plus des magots ou plus carrés. Alors qu'il y a certains, ils laissent vraiment le libre champ, comme tu disais, qu'on ne peut pas avoir dans le cinéma ou ailleurs. Moi, je le vois puisque je commence à mettre un pied un peu petit à petit là, dans le cinéma et la série. Déjà, le temps que ça met, le nombre de réunions visio, c'est incroyable. Tout ce temps perdu pour savoir la prochaine réunion, en plus. Donc, mais sinon, non, c'est que c'est très long. Comme tu dis, il y a beaucoup de gens autour. Et puis, il y a des vagues. Alors, dans la BD, il y en a aussi, je pense, dans le cinéma, la télé, c'est un peu pareil. On va avoir des années où tout le monde a décidé de faire du western. C'est la mode. Puis après, il y a les pirates, puis les zombies. Enfin, il y a des vagues comme ça qui marchent plus ou moins bien. Des sujets, on ne sait pas pourquoi.
Donc l'actualité peut jouer, notamment les anniversaires, les guerres, les attentats, tout ça, ça peut jouer aussi sur la production. Et puis, il y a aussi des éditeurs aussi qui vont aller dans des marchés de niche et qui vont prendre aussi des auteurs juste parce que le nom est connu, ça vendra. Et malheureusement, ça vend, même si c'est pas forcément bon. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut se faire connaître. Et au bout d'un moment, on se dit, allez, je peux faire n'importe quoi, ça se vendra. Et des fois, un rien peut faire la différence. Moi, j'ai appris qu'en fait, beaucoup de dédicaces étaient assurées par les dessinateurs, parce qu'il y a beaucoup de publics qui préfèrent avoir une dédicace d'un dessinateur que de l'auteur, parce que ça permet d'avoir un dessin collector. Et il suffit qu'en fait, le dessinateur soit pas disponible pour faire ses tournées de dédicaces parce qu'il est étranger, parce qu'il n'est pas dispo, pour que finalement le titre soit moins distribué par certaines librairies, soit moins visible dans certains festivals. Donc j'ai cru comprendre qu'en fait, du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, en fait. Pour se faire connaître, il faut se faire inviter, mais des fois on ne se fait pas inviter parce qu'on n'est pas encore connu, donc c'est un peu compliqué. Ouais, c'est vrai. On donne plus ces chances aux gens qui sont connus, mais un jour, on ne sait pas pourquoi, il y a un truc qui marche, et ça se trouve, 6 mois avant, il n'aurait pas marché. Donc RIP, la série qui m'a permis de vivre de la BD, tous les éditeurs l'ont refusé. C'est d'ailleurs comme ça que je suis devenu éditeur, parce qu'on m'a dit, si tu y crois vraiment, vas-y, fais-le, comme ça tu réussis tout seul ou tu te plantes tout seul. On ne réussit jamais tout seul. On se plante tout seul, mais on ne réussit jamais tout seul. Et du coup, aujourd'hui, ça ouvre les portes, on me fait plus confiance. Mais il a fallu, avec Julien, on n'était pas connus, et ça a mis du temps. C'est au 3e tome, nous on y a toujours cru, puis les libraires, ceux qui parlent le mieux de notre livre, il faut qu'ils l'adoptent, et puis il faut qu'ils en parlent, puis c'est vraiment le bouche à oreille qui va opérer. Ça peut mettre du temps, et un jour il y a un truc qui va marcher, puis pas le bon moment, on ne sait pas pourquoi, et 1 an après, ou plus tôt, ça aurait été raté. Puis il y a eu le Covid aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2020, on a été un peu confinés, tout ça. Et du coup, les gens se sont tous mis à courir et à lire. Donc, c'est pas mal, en fait. Et il y a eu des ventes incroyables dans la bande dessinée. Et là, d'un coup, tout le monde a voulu ouvrir sa librairie, a voulu se mettre à la BD, au livre. Et là, on redescend, là, en ce moment-là. Oui, mon BDiste m'a dit moins 20%. Ouais, là, cette année, ça fait mal. Mais je pense qu'il y a tout. Il y a le climat ambiant, anxiogène général aussi qui joue. Puis on n'a plus de sous. Donc... Justement, du coup, tu disais tout à l'heure qu'il n'y a que 5% des scénaristes, oui, de BD ou des auteurs en général qui arrivent à en vivre. Comment on fait, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des options comme nous on a dans les scénarios de cession des droits? Quelle est la part qui arrive à l'auteur à la fin de la chaîne de production? Vous n'allez pas être déçus, ça ne va pas vous donner envie de faire de la BD. Alors déjà, on a des métiers à côté. Il y en a qui biberonnent des rhinocéros, d'autres qui font du cinéma et de la télé. Il y en a qui travaillent à McDo. Enfin, on est beaucoup à avoir beaucoup de métiers à côté. Puis il y a le RSA, il y a tout ça. Après, on fait beaucoup d'interventions aussi à côté. Interventions scolaires, interventions en prison, interventions comme je suis en train de faire devant vous. C'est des choses qui arrondissent un peu les fins de mois. Sur le fromage, pour le faire très simplement, l'auteur, c'est celui qui a la plus petite part. Mais vraiment toute petite, on la voit même pas, on la colorie jamais d'ailleurs, parce que c'est 37 et 40% pour le libraire, du prix d'un livre. Après, vous avez le diffuseur. Donc le diffuseur, c'est celui qui va démarcher 3 mois avant la sortie de votre livre. Il va aller voir tous les libraires pour dire il y a ça qui sort, commandes-en tant. Donc nous, on fait des réunions avec les éditeurs, réunions pré-diffusion, pour présenter notre livre. Comme ça, le diffuseur, lui, va bien le présenter après au libraire, qui, lui, va bien en commander. Et donc, lui, il prend 15%. Le distributeur, c'est celui qui a son kangou et qui va aller distribuer les cartons de livres en librairie. Des fois, ils ont des grands kangous. Et eux, ils prennent 15% aussi. L'imprimeur prend aussi un pourcentage dessus. Et l'éditeur en prend un. Et à la fin, il reste 8% à se partager pour les auteurs. Donc, plus on est nombreux, donc souvent on est 2, donc 4 chacun. Des fois, il y a un coloriste, on prend un petit bout aussi. Puis des fois, il y a un storyboarder. Puis à la fin, des fois, c'est nous qui payons pour pouvoir être édité. Parce qu'à la fin, il n'y a plus de place dans le fromage. Donc ouais, c'est pas là où... Si vous voulez gagner de l'argent, faites pas de la BD. Il y en a un qui en vit bien sur 10 000. Mais des fois,
il faut qu'il y ait un succès. Alors, Moiry, par exemple, c'est 230 000 ventes. C'est un gros succès de librairie, mais c'est sur 8 ans. Donc, au final, ça ne me permet pas d'en vivre, car 4% sur un livre à 17 €, avant les impôts, avant l'URSSAF, à la fin, vous avez 22 centimes en fait, par livre. Donc, voilà. Puis, et ça, c'est pour un succès en plus. Donc, déjà, 5000 ventes, c'est énorme. C'est la moyenne. C'est ça, un éditeur, il va dire qu'il faut que ce soit entre 500 et 5000, 5000 étant une fourchette haute. Et puis, il y a aussi des plus gros succès. Mais effectivement, les chiffres sont loin de, je pense, ce qu'on peut fantasmer quand on n'a pas vraiment un pied dedans. Et on avait parlé de l'avaloir, quelque chose comme ça. L'avance sur droit, l'avaloir, oui. C'est aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, il y a une sécurité quand même pour les auteurs de BD. Alors, auteur, ça englobe vraiment le dessinateur ou le scénariste. On dit auteur pour tout le monde, auteur, autrice, autorice. Il y a un avaloir, c'est-à-dire qu'une avance sur droit qui est négociée à la signature du contrat avec l'éditeur, qui va permettre à l'auteur, normalement, de pouvoir subvenir à ses besoins le temps de la création de la bande dessinée. Un exemple, par exemple, va donner 20 000 € à un dessinateur et 10 000 € à un scénariste. Souvent, c'est un tiers, deux tiers. Donc, on va dire 30 000 et puis... on va dire ça, 20 000 et 10 000. Donc, et puis, donc, le dessinateur, pendant 2 ans, il va devoir survivre avec ses 20 000 € pour pouvoir produire la BD. Le scénariste, lui, avec ses 10 000. Et ça, il doit le rembourser à l'éditeur après. C'est-à-dire que sur les ventes, il touchera un pourcentage, donc les 4%, mais une fois qu'il aura remboursé cet avaloir. En contrepartie, il faut savoir que plus l'avaloir est grand, plus l'éditeur se mouille aussi, parce que lui, son but, c'est de se rembourser également. Donc, parce que, ce que j'oublie de dire, excusez-moi, si on ne vend pas assez de livres et que ça ne rembourse pas le livre, l'auteur n'est pas obligé de rendre. Il garde ça. Donc c'est aussi ça le risque que prend l'éditeur. L'éditeur, il a une part importante, en fait. C'est lui qui prend le risque au départ. Il investit, en fait, comme un producteur. Il tente sa chance là-dessus. Et son but, c'est de faire des bénéfices également. Donc c'est de rembourser, lui, son avaloir pour rentrer dans ses frais, voire plus, pour pouvoir payer après ses auteurs. Et se payer aussi. Donc c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est une sécurité qu'on a. Après, il y a un pourcentage. Mais c'est pas énorme, hein, vraiment. Et c'est comme ça. Est-ce que les BD sont souvent optionnées pour qu'elles deviennent... Parce qu'on a évidemment en tête plein de films ou de séries, animées ou pas, qui sont issus de bandes dessinées. Évidemment, je vous conseille absolument la série Astérix Obélix de Chabat, qui est absolument excellente. Mais bon, Astérix Obélix, c'est encore... C'était quoi ? Astérix... Oui, je te conseille le... Et il y avait le bleu est une couleur chaude qui est devenu La vie d'Adèle. Il y a comme ça, il y a évidemment des grands classiques, les Lucky Luke, Gaston, tous ces trucs-là qui sont très commerciaux, mais il y en a d'autres aussi. Est-ce que c'est courant, en même titre que les romans, que les scénarios de BD soient pris pour être optionnés pour devenir des films ou des séries ? Est-ce que du coup on ne prend que le scénario ou est-ce que l'identité graphique doit rester ou pas? Est-ce que c'est une option ou pas? Et est-ce qu'à l'inverse, vous avez déjà fait des BD qui sont issus de l'audiovisuel? Voilà. C'est assez courant. Quand j'étais côté producteur ou diffuseur, on était très à l'écoute du marché. On essayait de tout le temps repérer des IP, comme on dit, intellectual properties, et notamment la bande dessinée, roman graphique. Donc j'en ai beaucoup optionné côté prod. Côté scénariste de télé, cinéma, plusieurs fois on m'a appelé pour adapter des bandes dessinées ou des romans graphiques. Là, je suis justement sur une adaptation d'un roman graphique qui s'appelle Ne m'oublie pas, un road movie sur la maladie d'Alzheimer. Donc en fait, effectivement, il y a tellement de richesse dans la bande dessinée, dans le roman graphique, que on peut finalement toucher à tout, du drame, de la comédie. Donc c'est très très séduisant pour un producteur ou un diffuseur. Puis ça rassure parce qu'on peut se dire ça a été un succès, on a des chiffres de vente. Et je me rends compte aussi, maintenant que je suis côté aussi autrice de bande dessinée, que forcément les producteurs sont à l'écoute, d'autant plus quand derrière il y a un auteur ou autrice de bande dessinée qui pourrait potentiellement participer à l'adaptation et veiller à ce qu'il y ait une certaine cohérence entre ce qui a pu faire un succès en édition et qui pourrait concourir à un succès côté audiovisuel. Donc oui, c'est très très intéressant
pour les producteurs et diffuseurs de s'y intéresser. Après, il y en a très peu qui voient le jour au final. Il y a des options, mais ça ne veut pas dire que ça va être fait. Et il y a aussi beaucoup de producteurs, mais je pense que vous le savez mieux que moi, qui aussi achètent les droits d'un livre pour le mettre dans un tiroir pour pas que ce soit fait par la concurrence ou pour pas que ça concurrence un de leurs films ou une de leurs séries. Pareil, il y a des vagues. Moi, je connais on en a cité quelques-uns, mais par rapport à votre nombre de confrères ou consoeurs qui ont été optionnés et qui ont vu un jour la chance de voir leur titre adapté à l'écran. Alors moi, à l'inverse, j'ai entendu dire qu'on nous évinçait vachement plus les auteurs originels des projets. On a le droit à un droit de regard, ce qui veut tout et rien dire. Voilà, dire j'aime bien, j'aime pas, puis on s'en fout. Donc ça, c'est pas. On a des agents aussi, hein, comme pour vous, qui vont nous aider justement à nous accompagner sur la négo. Moi, je sais que pour l'adaptation de RIP en série, je suis co-scénariste justement parce que je voulais avoir je voulais pas que ça m'échappe, puis j'avais envie d'apprendre pour mettre mon pied aussi dans la porte du cinéma ou de la série télé. Bon, je suis accompagné par Nicolas Peufailly, qui est notamment connu pour le scénario d'Un prophète d'Audiard. Donc c'est bien, il m'apprend, lui, il m'aiguille. Mais c'est pas évident parce que ça se trouve, ça verra jamais le jour. Parce que comme tu disais tout à l'heure, après, faut le présenter à des plateformes, faut le présenter à des producteurs. Enfin, les producteurs, ils sont là à la base. Mais il faut que ça séduise, puis un réal, puis... Et encore une fois, si c'est un réal ou une réalisatrice qui est connue à ce moment-là, les plateformes, elles sont un peu plus faciles à séduire. Vous arrivez avec Julia Ducournau aujourd'hui, ça passe mieux qu'une personne qui est pas connue. Pourquoi il y a des vagues? Après, c'est pas évident. Faut pas faire de la BD en se disant un jour, ça sera à l'écran. Parce que c'est du bonus, en fait, si jamais ça se fait. Voilà. Et ça servira de locomotive aux ventes de votre livre. Mais faut vraiment le voir comme un bonus, quoi. Et comme maintenant vous touchez l'un à l'autre au domaine audio et BD, quand tu as un projet en tête, qu'est-ce qui te fait dire que c'est une BD ou qu'est-ce qui te fait dire que c'est quelque chose d'audiovisuel? Moi, j'ai pas fait. En fait, j'adapte ma BD, donc j'ai pas d'expérience. C'est plus toi, Déborah. Alors moi, j'avoue que effectivement, quand j'ai une idée, je me pose quand même assez longuement pour me dire qu'est-ce que ça va être, parce que c'est vrai que ma facilité, ma zone de confort, c'est la télévision. Mais par exemple, j'avais un projet de série, c'est devenu en cours de route du cinéma. J'ai un projet qui va peut-être devenir du théâtre vivant, spectacle vivant du théâtre. Mais pour moi, c'est plus en fait les opportunités et la façon de raconter l'histoire. Il faut voir est-ce que je peux, avec tel médium, bien développer mes personnages, et est-ce que cette idée va pouvoir voir le jour. Par exemple, si c'est une idée de genre, malheureusement, je me dis plutôt bande dessinée, même si ça se trouve, ça pourrait être un peu mieux développé en série, parce qu'en série, on sait qu'on va potentiellement avoir X épisodes, alors qu'en bande dessinée, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des one-shots, où en fait, c'est une histoire contenue en un seul tome de bande dessinée. Il y a de moins en moins de séries de bande dessinée, parce que justement, le marché s'est un peu durci et les éditeurs prennent moins de risques. Donc, voilà, malheureusement, c'est à la fois des réflexions pragmatiques et aussi des réflexions plus organiques à l'idée qui se mélangent. Après, ça peut être plein d'autres choses, hein. Ça peut être aussi une adaptation en jeu vidéo d'une bande dessinée. Ça peut être on a fait un jeu de société, mais ça peut être une pièce de théâtre aussi. Je crois qu'il y a Podum à mon en ce moment avec Parnasse, en ce moment avec Laure Calamy. Il y a plusieurs supports ou médias maintenant qui permettent le livre audio aussi. Ça arrive un petit peu maintenant. Mais bon, faites de la BD pour faire de la BD. Si vous voulez faire de la BD, c'est déjà une bonne base. Ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'on passe aux questions. Donc, je vais m'occuper de vous passer le micro pour qu'on vous entende bien pendant l'audiovisuel. Bref, allez. N'importe quoi. Ah là là, j'arrête l'eau. Colline, vas-y, c'est parti. Pardon, bonjour. T'excuses pas, pardon d'exister. Petite question rapide. Est-ce qu'on peut envoyer un pilote de série tel quel à un éditeur de BD pour en faire une BD ou pas? Oui, quel format ça doit prendre? Est-ce que le format Bible de série, ça fonctionne, ou est-ce qu'il y a un format spécifique? Oui, est-ce qu'un pilote de 50 pages, par exemple, ça va fonctionner? Est-ce qu'il faut une planche en plus? Alors, je pense que c'est une mauvaise idée, parce que 50 pages, ça me paraît un peu beaucoup. Et surtout, en fait, le pilote ne laisse pas suffisamment entrevoir ce que va être la suite. Je pense que la meilleure idée, c'est de résumer ce pilote
en gardant sans doute des éléments de ton, le teaser un peu plus développé pour montrer qu'on va rentrer dans l'histoire, mais de le synthétiser sur 7-8 pages, d'ensuite entrevoir, laisser penser quelle pourrait être la suite de l'histoire, parce que le pilote, ça risque de laisser trop l'éditeur sur sa faim. Et la planche, c'est peut-être un peu prématuré, parce qu'il faut déjà voir si ça accroche avec l'éditeur sur l'idée, l'univers, les personnages. Mais voilà, c'est ma vision. Pardon, c'est du dialogué, les 7-8 pages ou Non, pour moi, c'est plus synopsis. les grandes lignes de l'histoire. D'accord. Alors, Merci. moi, tu vois ce que c'est une Bible ? En cinéma, c'est un peu ça, ce qu'il faut envoyer à un éditeur. C'est qu'il ne faut pas lui en mettre trop, parce que ça va le saouler. Comme on dit, on en reçoit plein. Et puis, alors, s'il y a une planche, au contraire, moi, je vais le mettre sur le dessus, parce que déjà, j'ai pas ce travail de recherche de dessinateur à faire. Et puis, je suis habitué à lire de la BD, donc ça va être plus rapide. Et je vais voir tout de suite si le style graphique me plaît ou pas. Après, ça peut être aussi, du coup, ton scénario, j'ai pas aimé le dessin, mais j'aime bien le scénario. Donc, si c'est un bon éditeur, il va quand même lire ton synopsis. Donc, synopsis, c'est un court résumé de 2-3 lignes. Après, on fait des séquentiels. Les séquentiels, c'est les grandes lignes qui vont arriver, on va dire, toutes les 7 minutes dans une série. Mais là, ça serait sur un 100 pages, il y a 10 lignes, quoi. Toutes les 10 pages, c'est à peu près ce qui va passer, quel va être le dénouement. Et la note d'intention. Pourquoi ton scénario plus qu'un autre ? Pourquoi tu me le proposes à moi et pas à... Alors on sait tous, c'est comme quand on cherche à être embauché quelque part, on l'envoie à tout le monde. Mais ce qui est bien, c'est de l'adapter et de le tourner pour la personne à qui tu l'envoies. Description de personnage, tout ça, ça peut être bien, mais il faut vraiment aller à l'essentiel. Comme encore une fois, si on est séduit, on te rappellera et on te demandera plus. Et souvent, en BD, c'est bien, c'est que ça se fait souvent par téléphone, en rendez-vous. Même si Internet, c'est très facile pour ça. Il y a ce côté humain encore, où on aime bien rencontrer la personne pour grandir ensemble le projet. Donc, il ne faut pas trop s'attarder sur le dossier que tu vas envoyer. Il faut vraiment l'idée générale, qu'on sache ce que ça va être, la tranche d'âge que tu vises vraiment. Tout ce qui va être pagination, tout ça, c'est l'éditeur qui va te l'imposer dans tous les cas. Par rapport à son budget, et par rapport aussi à ce qui marche. En ce moment, comme je disais, c'est les gros pavés qui marchent bien. Les BD de 60 pages, à part en jeunesse, ça se vend moins bien parce que les gens, pour 15 €, j'ai 60 pages, alors que j'en ai 300 pour 20. Bon, ils vont vers la 300. Et ça se trouve, elles sont meilleures, les 64 pages. Mais voilà, ça joue encore ça dans la balance. Donc l'éditeur, il va t'aiguiller, il va accompagner. Donc le dossier, encore une fois, il faut vraiment que ce soit concis et aller à l'essentiel et surtout que ça fasse envie. Il faut faire saliver dès les... Le meilleur dossier, c'est qu'en 3 lignes, j'ai envie d'aller voir la suite. Si le pitch il est bon, c'est bon, tu as déjà fait le plus dur du travail. Donc le pilote, comme dit Déborah, faut pas envoyer 50 pages, faut pas envoyer trop de dialogues non plus. Tu peux mettre un exemple pour montrer comment tu fais des dialogues, tu peux montrer une description d'un décor pour montrer un peu ce que tu cherches comme style graphique. Mais après, faut pas trop, non, parce que franchement, c'est des gros trucs, on les lit même pas. On en reçoit tellement, on en reçoit vraiment beaucoup. Et encore une fois, il y en a vraiment des très mauvais. Donc, si au bout de 5-6 lignes, voilà, on vire. Et attendez pas de réponse tout le temps, hein, parce que, encore une fois, voilà. Donc, si vous n'avez pas de réponse, ça ne veut pas dire que c'est nul. Il ne faut pas hésiter à le renvoyer tous les 2 mois, tous les 2-3 mois. Et surtout, moi, c'est ce que je préconise, c'est un rendez-vous sur les festivals pour aller voir les éditeurs. Il y a 2 gros festivals où vous trouverez des éditeurs à coup sûr, c'est Angoulême et Saint-Malo. Donc Saint-Malo, c'est à la Toussaint. Angoulême, c'est fin janvier. Saint-Malo, c'est mieux. Il fait plus beau, c'est plus joli. Et Angoulême, c'est fin janvier. Tout le monde a la gastro, tout le monde tousse. Et il y a 1 milliard de monde. Puis c'est moche. Je rigole. Mais voilà, donc il y a des moments plus... Il y a des festivals qui sont plus chouettes pour pouvoir rencontrer les éditeurs. Normandie Bulle, fin septembre. Mais en fait, c'est encore une fois, faut y aller au culot des fois, juste aller montrer qu'on y croit, qu'on a envie. Les dessinateurs, ils viennent sur les festivals tout le temps, demander conseil à d'autres dessinateurs ou demander conseil à des éditeurs pour montrer leur portfolio, montrer leur carnet à dessin. C'est comme ça qu'un jour, il y a quelqu'un qui va être repéré. C'est comme faire des castings et des castings et des castings. Puis un jour, on a le rôle. Donc, il faut toujours, comme on disait au tout début, persévérer. Si tu as envie, tu y arriveras. Mais on progresse. Faut aussi prendre la critique. Il ne faut pas se vexer, parce que des fois, c'est cash. Je propose qu'à Séquence 7, on développe une partie psychologie des auteurs avec des psys à dispo des auteurs de VHSS.
Myriam ? Oui. Alors, ma question, c'est justement par rapport à tout ce qui est... Bon, les auteurs réels équivalents cinéma audiovisuel, chez vous, je ne sais pas comment on va dire, ça va être des auteurs illustrateurs. Exemple, je sais pas, je vais donner cet exemple parce que c'est le dernier que je viens de lire, Riyad Satouf qui fait L'Arabe du futur, etc. Est-ce que du coup, j'aimerais savoir, un peu creuser si c'était juste une vanne ou si c'était sincère, en quoi ça te questionne, les gens qui font les deux en même temps, plutôt que de s'asseoir sur le binôme auteur-dessinateur. Et justement, toujours en prenant cet exemple-là, puisque bon, il y en a plein effectivement d'adaptations sympas, Persepolis, etc. Et puis même des illustratrices comme Sophie Lambda qui expliquent vraiment comment ça se passe le quotidien. Je me demandais si ce qu'il raconte dans, je ne spoil pas, mais dans l'Arabe du futur 6 sur le métier d'illustrateur, auteur, c'est assez concret ou si c'est très caricatural. Parce qu'il y a toute une partie sur les festivals, sur le fait que lui il a fait les Gobelins, mais c'était pas l'endroit où il devait être. Bref, en gros, il y a toute une histoire et je sais pas si du coup ça qualifie la chose de roman graphique ou BD à docu-BD. Voilà. Docu-BD, roman graphique, oui. Je suis pas sûr d'avoir compris la question entièrement, mais par rapport à l'auteur, oui, il y a des auteurs qui savent faire les deux. Tout à l'heure, je rigolais parce que moi, je sais pas faire les deux, tout simplement. Je n'ai pas la patience et le talent de dessiner. Voilà, donc c'est plus pour Comme ça, tu prends les 8%, t'as pas 4% à la fin. Mais tu vois, tu parlais de Sophie Lambda, qui est ma voisine, donc je la connais très bien, on est potes. Elle peut pas travailler avec un scénariste parce qu'elle veut pas. Elle a essayé, mais il y a toujours. Elle n'arrive jamais à être d'accord ou à avoir vraiment le même point de vue que ce qu'elle veut. Puis elle a pas envie de partager les 8%. Voilà. Elle le dit cash, elle est comme ça. Et tant pis pour elle, on bossera jamais ensemble. Mais non, mais c'est une copine. Mais il y a des auteurs qui vont être comme ça, qui savent faire les deux en fait. Puis il y a des auteurs qui ont envie de dessiner leur propre histoire ou dessiner une histoire fictive qu'ils ont en tête. Mais Riyad Satouf, il raconte sa vie des fois, donc il a envie de le dessiner lui-même, et puis il est peut-être plus apte à la raconter que quelqu'un d'autre. Là, moi, j'ai un projet sur le braconnage des rhinocéros en Afrique du Sud, très dur pour Dupuis. J'aurais adoré pouvoir la dessiner moi-même, mais j'ai pas le talent. Est-ce que des fois, vous pouvez venir en aide à des illustrateurs qui ont une histoire, mais qui savent pas l'écrire ? Oui. Vous venez en renfort scénario Ça arrive même au niveau des dialogues. Moi, j'ai une amie là, qui m'a contacté, car elle est arménienne et elle a fait une BD là, entièrement. Elle m'a fait lire son storyboard. Et le storyboard, je lui ai donné 2-3 remarques. Par contre, je lui ai dit, tes dialogues, ils sont à chier, hein, franchement. Oui, mais la langue, tout. Je dis, je sais, mais bon, on va les retravailler. Et du coup, là, on est en train de négocier pour pouvoir que je lui fasse ces dialogues, justement. Mais c'est rare. Mais souvent, le scénariste, il fait les dialogues, le dessinateur fait le dessin. Mais il y en a qui font les deux, vraiment. Et puis, des fois, il y a un dessinateur qui en a marre de dessiner, qui va se mettre au scénario. Et il y a aussi les romanciers, maintenant, qui se mettent aussi à faire du scénario. Il y a aussi maintenant les cinéastes qui veulent faire du scénario. Bon, ils veulent tous venir faire du scénario. Et je comprends pas, 4%, ils n'ont rien compris. Mais bon, ils viennent prendre notre place. Mais ça ouvre encore de nouveaux horizons, de nouvelles histoires. Parce qu'on parlait des adaptations, on n'a pas parlé d'adaptation de romans, et ça se fait de plus en plus aussi. Oui, on a un atelier adaptation de romans. Nous aussi, on va adapter des romans. Nous, on partout. Beaucoup de romans aussi adaptés en bande dessinée, et les éditeurs, ils en raffolent. Je me rappelle quand je travaillais côté prod, on me disait, vous vous rendez compte, il y a le roman, il y a la bande dessinée, c'est comme un storyboard, vous devriez l'adapter à la télé ou au cinéma, parce que selon eux, en fait, c'était le meilleur des deux mondes, parce qu'on avait à la fois beaucoup de détails, beaucoup plus de matière dans le roman qui faisait 400-500 pages, et en même temps, la bande dessinée adaptée de ce même roman servait vraiment de visuel, on pouvait se projeter, on arrivait à voir ce que ça pouvait faire. Donc pour les éditeurs, c'était un argument de choc, mais et ça se fait de plus en plus. Et ça fait encore moins de sous parce qu'ils piochent dans l'enveloppe des auteurs pour les droits d'adaptation. Vas-y, pose ta question. Je voulais savoir si un golem à Paris, c'est pour les enfants.
Alors, moi, je suis maman de très jeunes enfants, donc j'ai tendance à être très, très strict. Et dans ma tête, je m'étais dit, c'est vraiment pour les adultes. Mais j'ai eu beaucoup de retours de jeunes enfants de 10-11 ans qui ont aimé, qui n'ont pas trouvé ça trop dur. Donc, je dirais à partir de 10-11 ans. Alors moi j'ai une question parce que dans le cinéma il y a des aides qui existent et du coup je voulais savoir si dans la BD il y avait aussi des aides pour les auteurs et pour les dessinateurs. Il y a des bourses, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des bourses avec le CNL, Comité National du Livre. Tu as des bourses avec la SOFIA. La SOFIA, c'est un organisme qui gère les prêts en bibliothèque, notamment des livres. On a des pourcentages là-dessus très très minimes. Alors moi, j'ai une phobie administrative, donc j'ai jamais fait les démarches pour avoir une aide quelconque. Du coup, je me lève tôt. Et voilà. Mais oui, ça existe. Il y a aussi des prix. Parfois, il y a des salons qui organisent des prix. Alors, je ne sais plus comment, peut-être tu sais, le Lombard, ils ont un prix notamment au Futuro qui permettent de financer un premier projet. C'est-à-dire que d'aider un éditeur, c'est pas l'éditeur qui va le payer, c'est vraiment le prix. Du coup, l'éditeur, lui, bon, c'est tout bénef, mais c'est sur vote et ça permet d'avoir un petit tremplin. Il y a les concours aussi dans les festivals, les concours jeunes auteurs, jeunes talents, tout ça, ça peut des fois sortir un projet un éditeur va le dire, tiens, c'était pas mal tes 10 pages, moi je te propose d'en faire un projet. Donc ça peut être des aides comme ça. Après, il n'y a pas de statut, vraiment. On est à l'URSSAF Limousin, la Maison des Fous. Les auteurs télé aussi. Voilà, on avait point commun, vous voyez. Mais par contre, on n'a pas de congé maternité, on n'a pas de congé paternité, on n'a pas d'arrêt maladie, on n'a pas d'aide là-dessus. Et donc, il ne faut pas être malade. Mais je rebondis sur ce que tu dis. Je pense qu'effectivement, il y a un manque sur certaines aides de bande dessinée parce que, par exemple, la bourse Lagardère a de nombreuses aides et je trouve ça super. Moi, j'ai pu avoir la bourse scénariste TV en 2018. Ils ont la bourse romancier aussi, bourse producteur, bourse livraire, mais ils n'ont pas de bourse auteur bande dessinée. C'est dommage. Donc, je pense qu'il y a un manque et je vais essayer d'ailleurs ça me fait penser de les contacter, de leur dire on se garde pour nous, ça, avant. Ouais, c'est à moi. Pas d'aide. Bonsoir, merci d'être venu. Moi j'ai une question, c'est pas pour mettre la mauvaise ambiance, c'est juste par rapport à l'IA générative, parce qu'il y a beaucoup d'avancées là-dessus et j'ai entendu parler de quelqu'un qui avait sorti une bande dessinée juste en l'écrivant et en demandant à l'IA de générer des images. Donc du coup la BD est sortie. Ils n'ont jamais retrouvé le corps du mec. Non mais je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va arriver à faire des BD en étant peut-être juste scénariste sans savoir dessiner, ou alors voilà. Alors bien sûr, il y a l'angoisse et le stress et la peur de l'IA. Moi, pour l'instant, ça va. Je vois ça avec beaucoup de recul parce que je trouve que tout est moche et qu'on le voit tout de suite. Il y a beaucoup d'erreurs et on voit tout de suite la différence entre un dessin conçu par une IA et un vrai humain. Pour le scénario, ça peut être une aide, je pense. Par exemple, si tu fais un scénario documentaire, historique, ça peut te permettre de trouver vraiment des bonnes infos, peut-être de t'accompagner sur ta recherche de documents. Il n'y avait pas les IA quand j'ai écrit mon scénario sur le Pakistan et le conflit des chars blindés. Ça aurait pu m'aider un peu plus que de traduire des livres en ourdou. J'aurais gagné un peu de temps. Mais par contre, je pense que sur les dialogues ou sur la composition d'une histoire, il manquera toujours l'émotion. Et c'est ce qui fait que notre métier il est chouette. C'est l'émotion à partager. Ça peut être du rire, ça peut être du drame, ça peut être de la peur, ça peut être... Ça, l'IA n'a pas l'émotion. Et tant qu'ils n'ont pas encore inventé l'émotion des IA, je pense qu'on a encore du temps. Mais c'est vrai que c'est effrayant. Je vois très bien de qui tu parles. Quel éditeur a fait cette bande dessinée générée par IA. Puis il y a eu aussi des couvertures générées par IA par la suite. Il y en a une, en partenariat avec Le Monde notamment. C'est un viking. Si vous regardez bien, il a 6 doigts, une main. Et puis l'épée, elle est dans le vide, elle tient nulle part. Jamais un dessinateur fera ça. Et souvent, ils oublient les ombres, les IA. Vous regarderez aussi, ils oublient les ombres. Et ça, c'est assez hallucinant. Les dessinateurs, ils pensent toujours aux ombres. En fait, il faut voir le travail du script dans le cinéma, qui va dire, tiens, ça souffle, le vent, il souffle par là, mais les cheveux, ils vont dans le mauvais sens. Mauvais raccord, tout ça. L'IA, c'est tous les mauvais raccords qu'on a tout rassemblé sur un dessin. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vulgarise.
Mais je comprends cette question qui revient énormément dans tous les débats, dans chaque festival. Et lorsqu'on est entre nous, entre confrères et consoeurs, il y en a qui ont peur parce que ils s'attribuent les dessins des autres, en fait. Donc, on voit son travail un peu... Mais il y a plein de trucs, il y a des dédicaces maintenant faites par IA aussi et qui se revendent sur le marché alors que c'est une copie. Donc ouais, il y a des choses un peu... Mais la race humaine aussi est là derrière, donc on ne pourra pas la changer. Bonsoir. J'aurais éventuellement 3 questions, mais je peux faire vite pour les poser et peut-être vous ferez vite pour y répondre. On a une championne de questions pour un champion, là. Allez, 3 à la suite. C'est parti. La question, alors peut-être la plus importante pour moi, disons que j'aurais une idée d'un projet qui pourrait éventuellement fonctionner sur une bande dessinée, pour une bande dessinée, et si je comprends bien, c'est bien d'essayer de trouver un dessinateur avant qui pourrait être intéressé, avant d'aller démarcher auprès d'un éditeur, si j'ai bien compris. Pour un one-shot, vous préconiseriez un document, ça rejoint un peu une question qui a déjà été posée, mais vous préconiseriez quel type de document, la longueur, un résumé, est-ce que pas trop des personnages ou juste plutôt l'histoire? Quelque chose concis, Ouais. très, très court, qui va à l'essentiel. Après, le dessinateur, si tu viens avec un dessinateur, c'est bien, mais si tu n'en as pas, si l'histoire, elle plaît, encore une fois, il faut séduire avec le minimum de mots. Et à partir de là, l'éditeur, s'il adore ton scénario, il va te trouver un dessinateur. Il va t'aider, surtout si c'était ta première BD. Ouais. Ils savent bien que on ne connaît pas le milieu. D'accord. Donc, si j'ai une histoire que j'estime être prête, bien concise, faut pas que je me prive d'aller voir un éditeur avant même d'avoir un dessinateur. Ouais, non. Ouais. Moi, j'avais pas de dessinateur pour mes 2 premières BD et c'est passé. Et là, par contre, maintenant que j'ai plus de contacts avec des dessinateurs, effectivement, c'est toujours mieux pour tout de suite donner une vision, mais c'est possible sans. D'accord. Ma deuxième question, c'était notamment pour vous, Déborah. Vous avez l'expérience de l'écriture de dialogue aussi bien en audiovisuel qu'en bande dessinée. Est-ce que écrire du dialogue, vous avez une approche différente suivant par rapport à la BD et à l'audiovisuel? Tout à fait. En fait, les dialogues dans les 2 types de médias doivent être efficaces, justes, sincères, etc. Mais c'est vrai qu'en bande dessinée, il faut être beaucoup plus franc, beaucoup plus concis, puisque l'idée, c'est pas d'avoir des bulles gigantesques. Donc je trouve que c'est plus dur de dialoguer la bande dessinée que de dialoguer un scénario de télé ou un scénario de cinéma. En plus, on n'a pas d'autres choses comme la musique, etc., qui peuvent un peu plus renforcer une intention de scène sur une planche de bande dessinée. Donc il y a des petites subtilités, des petites nuances, effectivement. Il y a des subtilités sur les bulles. Déjà, la bulle, elle parle d'elle-même. Si c'est une bulle en colère, une bulle ronde, une bulle partagée, il faut bien que des bulles aillent sur les bouches des personnages. On en a parlé ensemble. C'est, par exemple, là, il faut bien que ça aille vers moi, parce que si c'est dans mon dos, ça ne marche pas. Mais il y a aussi le fait que il faut aller, encore une fois, à l'essentiel, c'est-à-dire que le dessin va parler aussi de lui-même et il va remplacer les mots par moment. Et il y a même des superbes BD sans dialogue, sans bulle. Par exemple, Un océan d'amour de Lupano et Panaccione, une superbe BD, et le dessin s'exprime par lui-même. C'est du mime un peu, donc faut jongler avec ça. Et ma dernière question, merci à vous. Est-ce que le marché de la BD français pourrait être intéressé par des histoires qui sont pas du tout, qui se passent pas en France, avec des personnages qui seraient pas du tout occidentaux et qui seraient dans des parties du monde où il y aurait aucun lien a priori avec notre monde à nous, franco-français ou européen ou occidental? Ça se fait beaucoup. Avec la science-fiction ou des projets ça peut être au Liban, ça peut être en Amérique, ça peut être en Amérique du Sud. Et on a de tout dans la BD. Mais ça peut être du réel, de l'irréel, de l'abstrait, il y a plein de trucs. Donc, on peut parler de tout. C'est pas obligé que ce soit avec notre culture. Et totalement, et je pense qu'on n'est jamais totalement éloigné d'une histoire. Il y aura toujours l'humain ou les personnages qui créeront une résonance, un affect, une identification.
Donc ce serait dommage de se limiter. C'est vrai que je trouve assez problématique côté télévision, où on a l'impression qu'il faut forcément avoir un ancrage français, une histoire française, être entre guillemets hyper concernant, alors qu'on pourrait l'être par d'autres choses que juste le point de départ. Et t'es pas obligé de bosser pour un éditeur français. Tu peux bosser pour un éditeur italien, polonais, américain, pour le comics. Il y a beaucoup d'Espagnols, d'Italiens qui bossent pour les éditeurs français. Et puis c'est traduit aussi après. Il y a des traductions, tu es amené à te déplacer dans des festivals. J'étais en Pologne avant-hier encore, moi, pour dédicacer. Donc ça bouge de ce côté-là. Après, le comics américain a un gros marché à lui, mais le manga, comme le manga japonais, mais il y a du manga français, il y a du comics français, et c'est pourtant une culture qui est moins la nôtre. Nous, c'est vraiment le franco-belge, normalement. Mais tout se diversifie aujourd'hui, vraiment. Je confirme, parce que la langue de travail, moi, sur mes 2 bandes dessinées chez les Humanoïdes Associés, c'était l'anglais. Ça avait été traduit en anglais pour qu'on puisse potentiellement bosser avec des illustrateurs, auteurs de n'importe quelle nationalité. Sur le Golem de Paris, Cesc Dalmases est de nationalité espagnole, et sur D-Book, Alberto Zanon est de nationalité italienne. Donc ça nous a permis de créer des rencontres qui n'auraient pas été simples dans d'autres types de disciplines, où on se serait dit qu'il faut forcément des partenaires français, parce que c'est plus simple en termes d'organisation du travail. On continue, on se retrouve. Une dernière question ? C'est sur... Alors, vas-y. À toi. C'est sur l'édition, justement. Je me suis posé la question de... tout à l'heure, tu as parlé du fait que pour pouvoir avoir ton projet, tu as finalement auto-édité toi-même. Et je réfléchissais à toutes les solutions qu'on pouvait avoir. Donc, je vois beaucoup pour des revues, des choses comme ça, de financement participatif. Et alors, je me pose la question de est-ce que c'est vraiment un truc spécifique à l'auto-édition, ou par exemple, ProArty, c'est quelque chose qui marche bien. Et puis, deuxièmement, aussi, c'est pas forcément ma génération, mais il me semble qu'il existe maintenant des plateformes pour lire, par exemple, des mangas, des choses comme ça. Est-ce que c'est l'équivalent du Spotify ou autre pour vous ? Enfin, qu'est-ce que ça change pour des gens qui sont peut-être une génération plus jeune, de finalement de ne pas avoir le format papier qui coûte beaucoup d'argent ? Alors, pour la première question, l'auto-édition, ça se fait. C'est très dur d'en vivre, mais il y en a qui y arrivent. Après, non, t'as des plateformes comme Ulule, KissKissBankBank, tout ça. Mais c'est dur, je pense. Quand j'ai débuté, moi, il y a une quinzaine d'années, 20 ans, il y avait des sites, des blogs. Et ça marchait bien à l'époque. Les blogs pour les jeunes, c'était à l'époque. Voilà. Et ça, on pouvait commencer à faire des previews et à montrer ses premiers essais, ses premières pages. Aujourd'hui, je pense que sur TikTok ou Instagram, tu peux le faire également, ou d'autres plateformes sûrement. Je sais qu'il y a Twitch, il y a des... Alors moi, je suis pas vraiment j'ai un peu boomer. Ça, c'est un mode commercial, en fait, marketing. Ouais. J'allais dire la même chose, je suis boomer. En fait, moi, j'ai beau lire beaucoup sur Kindle, j'avoue que la bande dessinée, pour moi, il y aura toujours le rapport au papier. Et même, par exemple, pour des services presse, quand il y a eu un bug dans l'acheminement, qu'on me dit « t'as qu'à m'envoyer le PDF », j'avoue que j'y arrive pas. Je préfère qu'on ait 1 ou 2 jours de retard pour l'envoyer à un journaliste, etc., et que la personne le reçoive en papier. Je trouve qu'il y a quand même un rapport au papier qui va, je pense, ne pas trop disparaître, contrairement au roman, où il y a quand même une vulgarisation de la lecture en e-book. Non, puis on en a eu peur, ça aussi, un peu comme l'IA. Au début, il y avait les applications, on pouvait tous lire là-dessus. En France, on a une culture du livre. Et ça, pareil, ça ne va pas partir dès demain, donc heureusement. Et non, ce qui était plus dur, c'était les matières premières avec les imprimeurs. Et du coup, ça coûtait plus cher, on pouvait faire moins de livres. Mais non, le papier, ça marche bien. Internet, ça marche. Aujourd'hui, tu peux scanner, envoyer des PDF. Tu n'es plus obligé d'envoyer des dossiers papier. Pour ça, d'ailleurs, que tous les 2-3 mois, tu peux envoyer des PDF, des projets, retravailler vos projets aussi. Voilà. Et puis se balader avec son carton à dessin encore à l'ancienne et d'aller voir les gens. Je trouve que moi, ça reste convivial. C'est comme pour tous les métiers passion. Les scénaristes, auteurs, dessinateurs, ils aiment parler de leur métier, comme on est en train de le faire avec Déborah. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez chouette. Et après, bien sûr, quand tu as des succès, tu peux... Moi, je ne me suis pas auto-édité, j'ai travaillé pour une maison d'édition qui m'a permis de m'éditer, en fait, en étant éditeur. Après, l'auto-édition, mais c'est comme dans le roman, Joël Dicker ou d'autres.
quand tu as réussi et que tu peux le faire toi-même, ou même dans le cinéma, quand tu peux enfin produire ton propre film, au début, je pense que tu peux pas tout seul, ça coûte des sous, puis il faut des contacts, il faut un réseau, il faut connaître aussi les ficelles. Donc c'est une balle perdue gratuite, mais c'est aussi que tu peux pas du jour au lendemain réussir à avoir un grand succès, c'est très rare. Mais il faut apprendre, il faut travailler, et puis rien n'est gratuit finalement, c'est de l'entraînement encore une fois. Donc ces gens-là qui ont ces séries ou ces livres qui ont marché, ou ces films, ils se sont d'abord essayés, ils ont pris moi j'ai fait 30 bouquins avant d'avoir un succès, hein, et quand je relis les premiers que j'ai faits, ouais, je comprends. C'est douloureux, mais de temps en temps, faut le faire, ça rend humble. Voilà. Merci. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus de Nantes, de Paris, mais de nous avoir fait l'honneur de votre présence et de vos mots et tout ça. On va se donc retrouver comme d'habitude pour boire un coup au bar là-haut. Merci à vous. Merci, c'était un plaisir. Ah oui, une dernière chose, si vous voulez des dédicaces, moi, vu qu'on a les livres là-haut, moi j'ai pris un feutre, je t'en ai pris un aussi, pas de raison. Donc si jamais, voilà, on peut répondre à vos questions, il y a des livres en vente, on peut vous les dédicacer, et on peut échanger ou vous montrer encore des exemples aussi de ce qu'on fait. Voilà, ou échanger aussi nos contacts si besoin.